Bien, on va débuter tranquillement en attendant de voir si notre dernière personne se connecte. Ben, bonjour, merci à tout le monde d'être là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai quelques visages là, non connus. Ah, Natacha est là. Donc, Mireille Avancet, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. Je vais avoir le plaisir d'animer en compagnie de mes panélistes ce midi cette conférence sur le développement durable en entreprise. Donc, on a la chance d'avoir Edith qui est chargée de projet en économie circulaire avec Synergie 138. On a Mme Karine Lacasse, conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie de gestion des matières résiduelles. Et on a l'homme de la situation, M. Carbonel, qui est agent du fonds Éco-Leader de la Côte-Nord, qui est basé à Sept-Îles. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qu'on était supposé de faire en avril dernier. Mais étant donné la pandémie, on a reporté l'activité. Puis je crois que ça accorde aussi dans la semaine, là, Karine, c'est dans la semaine. Oui, c'est pendant la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, c'est certain, là, on va le voir tantôt, les entreprises, institutions, commerces vont produire quand même une bonne quantité de déchets, là, ici. Super. Donc, la méthode de fonctionner, c'est très simple. On vous demande de laisser vos ordinateurs sur mute pour le moment, durant les présentations. Par la suite, on va avoir une période de discussion avec nos panélistes. Donc, vous pouvez soit lever la main pour poser votre question ou encore, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez l'écrire dans le chat et je pourrai le poser à nos intervenants ce midi. Donc, on va débuter tout de suite avec Mme Karine Lacasse qui va nous parler de la performance en gestion des matières résiduelles dans l'industrie, les commerces et les institutions. Donc, je cède la parole à Karine. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien ma présentation? Oui. Tout est beau? Super. Donc c'est ça, moi je travaille pour la Régie de gestion des matières résiduelles. Je suis conseillère en gestion des matières résiduelles. Puis, on a un service d'accompagnement là, qui est offert aux ce qu'on appelle les ICI, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, les institutions commerce et industrie. Fait que, tout d'abord, je vais juste voir, je n'ai pas accès. OK, excusez, ça allait trop vite. Qui sommes-nous? Mais en fait, nous, on est comme une municipalité incorporée carrément. On est formé des 8 municipalités membres là, de la Manicouagan. Donc, sur le CA, ce sont principalement tous les maires là, qui sont représentés. Notre mission, logiquement, c'est ça, c'est d'atteindre une saine gestion des matières résiduelles, mais il y a un coût économique tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Donc, pour y arriver, on promouvoit la gestion responsable des matières résiduelles, ce qui est dans le thème d'aujourd'hui, par l'application de la sensibilisation aux principes des 4RV afin de réduire l'élimination. Donc, nous, on a ajouté, souvent ce que vous allez entendre parler, c'est les 3 RV, mais nous, on a ajouté un 4e qui est à la base repenser. Parce que souvent, pour réduire nos déchets, là, celui qu'on ne produit pas, donc moins d'impact, on va réfléchir à est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et par la suite, donc, il y a moyen de réduire à la source, exemple au niveau de l'emballage, peu importe. On peut aussi donc réemployer, recycler et au bout peut-être le valoriser, lui donner une deuxième vie. Tout ce qu'on souhaite, c'est que à l'étape de l'élimination, ce soit des objets qui n'ont plus aucune utilité. Donc, et voilà. Quels sont nos services? C'est sûr que nous, en tant que municipalité, une corporation, on va faire la gestion des collectes des matières résiduelles. Et quelques chiffres, 2019, là, un petit portrait rapide sur ce que nous, on a collecté au niveau du recyclage en 2019. C'est 2850 tonnes de recyclage à notre centre de transfert. En passant, nous ne sommes pas un centre de tri. Souvent, les gens croient qu'on trie directement sur place. Et non, c'est envoyé à Québec, à la Société VIA, qui est notre centre de tri. Donc, on fait la collecte des ordures. En 2019, 16 000 tonnes ont été collectées. Puis, juste pour vous dire, c'est plus de 6 000 tonnes qui proviennent des ICI, donc Institutions, Commerce et Industrie. À l'éco-centre,
il y a 3300 tonnes qui sont acheminées ici, par la suite envoyées à des programmes pour être traitées. Bonne chose qui s'en vient, les matières organiques, l'objectif, c'est 2022. Donc, une bonne partie de nos bacs verts vont être vidés grâce à la collecte des matières organiques. On a un magasin de réemploi qui, depuis 5 ans, a réussi à détourner quand même plus de 275 tonnes de matière. Ils ont été revalorisés soit par le réemploi ou carrément transformés là, pour, à valeur ajoutée, là, être revendus. Puis, c'est certain qu'on a un gros travail d'information, éducation, sensibilisation. Là, comme aujourd'hui, on offre le service d'accompagnement. Rapidement, juste pour vous dire, on a eu une étude intéressante l'an passé à l'automne qui continue cet automne. C'est une firme spécialisée qui a été mandatée par Recycle Québec. En fait, notre lieu d'enfouissement a été choisi à travers toutes les villes du Québec pour caractériser là, quelles sont les matières qu'on retrouve dans notre lieu d'enfouissement, puis quel est le pourcentage finalement là. Au niveau commercial, c'est surtout de ce dont on parle aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, là, il y a quand même 30% des matières que l'on retrouve au lieu d'enfouissement qui pourraient être recyclées. C'est quand même beaucoup. On a 23% là, au niveau commercial qui est des matières organiques. Et d'autres volets, comme on voit au niveau des encombrants, un peu plus. Au niveau des matériaux de construction et de démolition aussi, il y a un pourcentage qui pourrait être récupéré. Donc, il faut comprendre qu'un lieu d'enfouissement, ça coûte très cher à opérer. Donc, plus dans le futur, on décide d'améliorer nos gestions de nos matières résiduelles, plus ça va être avantageux pour tout le monde. Juste pour vous donner rapidement une idée, ça c'est, j'ai pris des photos la semaine passée d'un voyage provenant des commerces. On le voit, principalement, ce sont des emballages carton. Puis je veux juste montrer quelques petites erreurs qui fait souvent qu'ils vont être envoyés au centre de tri, donc on paie du transport, on se rend là-bas, mais finalement vont être rejetés parce qu'il y a un grand pourcentage d'erreurs dans les bacs bleus. Donc on voit un mélange de matières, le plastique n'a pas été envoyé du carton. Tout ce qui est coroplaste, beaucoup utilisé, par exemple, dans les commerces, entreprises, eh bien, ça, c'est du 6, ce n'est pas recyclable. Mettre des sacs à ordures ne sera pas nécessairement recyclé. Et des boîtes qui ne sont pas défaites vont prendre beaucoup de place dans votre bac. Et à l'intérieur, on trouve des matières non conformes qui sont carrément du 6 là, à mettre aux poubelles. Et du papier d'emballage qu'on voit souvent là, qui ne va pas dans le bac, pas de numéro sur le plastique, donc non récupérable dans le bac bleu. On a ici un bel exemple qu'on voit souvent, mais c'est récupérable, les cylindres de carton ici qui peuvent être mis dans le bac. Donc, rapidement, il faut se poser des questions là, avant de commencer une planification de pour une bonne gestion des matières résiduelles. À savoir, c'est quoi vos motivations? C'est quoi les matières qu'on produit? Quels sont les services offerts par la municipalité? C'est sûr que nous, c'est important de s'informer parce qu'il y a toujours une réglementation au niveau de la quantité de contenants. On peut toujours aussi vous accompagner à savoir quels sont les meilleurs contenants pour le type et la quantité de matière que vous produisez. Et puis, donc, par la suite, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de réduire les déchets à la source? Quelles sont les autres entreprises dans mon secteur? Que font-ils? Puis, qui peut nous aider? C'est quoi les expertises chez nous? Donc, on le voit ce matin, il y a quand même du soutien dans la Manicouagan. Notre service conseil, nous, ce qu'on fait à la base, c'est une visite sur place pour faire un diagnostic de votre gestion parce que c'est intéressant de voir les erreurs qui peuvent être commises au niveau du tri et ça peut sauver souvent de l'espace et aussi réduire votre bac vert même. Donc, nous, ce qu'on a fait un exemple avec la ville, on a déjà procédé à l'inspection des stations de tri. Souvent, les comportements humains, c'est important de pouvoir les étudier. On a un exemple ici, bac bleu, bac vert, les gros bacs verts ouverts comme ça complètement. Les gens vont jeter n'importe comment, ils ne font pas attention. Tandis que des petites ouvertures, c'est vraiment plus intéressant et le comportement de l'humain va s'adapter. Donc, le tri va se faire d'une meilleure façon. Petit truc. Et jamais une poubelle seule, qu'on appelle les poubelles orphelines, toujours du recyclage à côté de la poubelle. Donc, ça, c'est un petit truc rapide. Après avoir fait notre visite sur place, on peut toujours vous faire des recommandations, toujours basées sur les 4 RV.
Exemple, on a travaillé avec des gestionnaires de restaurants, mais on le voit ici, c'est du CIS qui n'est pas recyclable. Avec le temps, on a pu voir ce qu'il y avait comme alternative. Ce qui est aussi accepté finalement dans les centres de tri, parce que souvent, ça peut arriver, exemple, ce qui est compostable ne peut pas être recyclé. Et présentement, on n'a pas de plateforme de compostage, donc les contenants compostables ne se compostent pas. Mais à la base, dans nos recommandations aussi, c'est sûr que la régie peut faire un bout, mais on va le voir là avec Edith. Si on souhaite, on a une plus grande quantité de matière produite, elle peut être valorisée d'une autre façon. Elle a un beau réseau qui se développe avec le temps. Donc, Edith, elle va en parler tout à l'heure. Puis, il y a aussi Vincent avec le Fonds Éco-Leader. Si vous souhaitez rédiger une planification plus élaborée, c'est sûr qu'il y a du financement pour le faire. On va en parler tout à l'heure. Donc, nous, on peut recommander ces gens-là. On donne des informations aux employés au niveau des bonnes pratiques du tri ou la réduction à la source. Donc, ça devient des ambassadeurs pour les futurs employés ou tout simplement des modèles dans votre entreprise. Il y a aussi des certifications qui sont possibles. En fait, c'est comme des reconnaissances de votre entreprise, puis ça vous apporte une certaine visibilité. Donc, rapidement, nous, on peut vous offrir une boîte à outils qui est gratuite, adaptée à vos besoins suite à notre visite et nos recommandations. Donc, nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec Recycle Québec, tout ce qui est leur boîte de sensibilisation. On a finalement l'affichage qui est possible pour informer vos employés. Puis, il y a une belle application là, de Recycle Québec, ça va où? Anciennement, c'était, on met un peu tout ce qu'on pense dans le bac, mais aujourd'hui, il faut que la qualité soit là. Donc, on vous demande, si vous avez un doute, de vous informer. Sur votre téléphone, vous avez possibilité d'aller chercher cette application qui vous dit où mettre les matières. On a différents programmes selon ce que vous produisez comme matière pour les envoyer justement à la bonne filière pour qu'ils soient traités par les bons programmes. Donc, il y en existe plusieurs. On a des partenaires aussi qui sont locaux, comme on le voit avec Homo Métal, Transformation des métaux du Nord. Donc, pour plus d'informations, il y a toujours possibilité lors des accompagnements d'aller dans les détails. Et on peut aussi vous aider à vous référer des programmes de financement disponibles. C'est sûr qu'il existe, on va en parler tantôt, le Fonds Éco-Leader. Et il y a des programmes souvent à Recycle Québec, dépendamment des projets. Puis ça évolue à travers le temps, donc il faut se tenir informé. Vers la réduction à la source, c'est sûr qu'il y a toujours des trucs et astuces en entreprise. Rapidement, par expérience, la création d'un comité vert, c'est la chose à faire à la base. Là, j'ai vu qu'il y avait des gens d'idées Manicouagan. Je ne sais pas si ça a continué. À l'époque, j'étais dans les bureaux, puis on avait créé ce comité-là, vu qu'on faisait beaucoup de réunions, donc d'utiliser de la vaisselle réutilisable et aussi des contenants là, plus gros, finalement, que des petits exemples crevettes. Mais le comité vert, ça devient des gens souvent à la base qui sont motivés, qui vont motiver les autres employés. Donc, ça peut être très intéressant. Et on accompagne aussi les entreprises ou organismes qui souhaitent développer, organiser un événement éco et responsable. C'est possible en région. On a des partenaires qui vont nous accompagner là-dedans, tout ce qui est récupération des matières organiques. Souvent, vous le savez peut-être, les frigos communautaires qui permettent de redonner à la communauté. Puis nous, on fait aussi la location de contenants de recyclage. Donc, on peut vous accompagner tout le long de l'événement là, pour s'assurer que les matières au bon endroit, que ça soit qu'il y ait de bonnes pratiques. Pour terminer, les pratiques éco-responsables, donc ça apporte une visibilité pour votre entreprise. Juste pour vous dire, nous, présentement, on développe une nouvelle section sur notre site web qui est pour les communautés, soit d'affaires ou communautés, organismes, citoyens. On va mettre en valeur les entreprises, les organismes qui ont des pratiques éco-responsables. Et on a développé avec une carte interactive qui s'appelle Québec local, où là, toutes les informations sur leur entreprise à travers le Québec qui sont souvent éco-responsables ou même zéro déchet vont être sur cette carte. Aussi, pour les entreprises qui développent des produits, exemple éco-responsables, au magasin, on en a plusieurs des entreprises locales là, qui ont leurs produits qu'on met de l'avant. Et on organise bien sûr des événements. Puis souvent, ce qu'on veut, c'est mettre en lumière les bonnes pratiques chez nous. Donc, on va parler de ce que les entreprises font en tant que bonnes pratiques éco-responsables. Il y a d'autres organismes qui existent à travers le Québec, dépendamment dans quel domaine vous êtes, mais il y a un circuit touristique zéro déchet.
Aussi, pour reconnaître tous les entreprises, les ambassadeurs des bonnes pratiques de recyclage et de réduction à la source, il y a la certification Ici on recycle. Eux, ils offrent aussi un service d'accompagnement personnalisé, professionnel. Ils ont tout un réseau d'ambassadeurs au Québec. Et nous, on peut vous informer là-dedans aussi, on peut vous accompagner. Il y a le défi Saint-Laurent qui est fait par Stratégie Saint-Laurent en partenariat avec le comité ZIP, qui en fait, on le sait, travaille fort pour réduire les produits plastiques à usage unique, ce qu'on retrouve dans le fleuve. Donc, souvent, en grande quantité, on s'entend là-dessus. Et eux, en fait, ils rencontrent les entreprises là, afin qu'elles prennent un engagement de réduire tout ce qui est produits plastiques à usage unique. Donc, nous, on devient un partenaire là, dans le but d'en parler le plus possible, d'informer, de référer les entreprises à ce défi-là. Ben, en fait, juste pour conclusion, le déchet qui a le moins d'impact sur l'environnement est celui que l'on ne produit pas, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est la meilleure chose, mais ce n'est pas toujours réalisable. Donc, c'est de souvent penser à trouver des alternatives innovées. Donc, pour ma part, c'est ça. J'espère que ça a quand même apporté plus d'informations pour vous. Puis, je laisse la parole à mes collègues. On va continuer. Je pense que c'est une belle introduction pour Edith qui va nous parler d'économie circulaire. Donc, les derniers maillages, un peu expliqué le projet Synergie 138 et les maillages dernièrement qui ont été faits. Puis je me suis mis des questions à te poser, Karine, à la fin, là, si bien sûr d'autres personnes ont d'autres questions, mais moi, je me suis mis des petits points d'interrogation pour nos entreprises. Edith, c'est à toi. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien puis vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, parfait. Super. Alors, tout d'abord, merci Mireille pour l'invitation aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les participants qui se sont inscrits pour cette conférence. Donc, Mireille m'a présenté tout à l'heure. Je suis chargée de projet en économie circulaire à la SADC Manicouagan. Un petit peu. Pour commencer, dans le fond, ma présentation aujourd'hui va avoir pour but tout d'abord de démystifier un peu c'est quoi l'économie circulaire pour qu'on ait tout ensemble les mêmes concepts là, en tête. Par la suite, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet qui est votre démarche d'économie circulaire locale, là, Synergie 138. Et je vais conclure ma présentation avec un exemple très concret de projet qu'on a mené récemment. Donc, ici, je vous ai mis les définitions officielles, en fait, là, de différents concepts qui se recoupent entre eux. On entend beaucoup parler du développement durable qui est axé sur 3 piliers, l'économie, l'environnement et l'aspect social. Et au niveau de l'économie circulaire, en fait, ça se rejoint. Il faut savoir que le développement durable, c'est de faire du développement, mais en ayant le pilier environnement très en avant-plan. Et au niveau de l'économie circulaire, on va parler plus d'un système de production qui va viser à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. Donc, c'est vraiment le pilier économique qui va être mis d'abord et avant tout en avant-plan. Sinon, l'économie circulaire, on peut voir ça aussi comme un peu une forme de biomimétisme, c'est qu'on va copier un peu la nature. Dans la nature, il n'y a pas de notion de déchets, donc c'est le but ultime ici, ça serait de faire en sorte qu'il n'y en ait pas non plus. Et au niveau de l'économie circulaire, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très créatif, c'est très innovant et c'est beaucoup moins contraignant. On le sent que c'est beaucoup plus sur une base volontaire, si on veut, qu'au niveau du développement durable en tant que tel. La source du problème actuellement, c'est l'économie linéaire. C'est vraiment notre système de production actuel. On peut voir qu'on a une grosse problématique au niveau de l'extraction et de la production d'intrants. C'est là qu'on va surconsommer beaucoup de ressources, donc de matières premières, d'eau, d'énergie. Et aussi, en fin de vie, on va voir beaucoup de gaspillage, de pollution et de déchets. Donc, c'est un système qui est à sens unique et qui génère énormément de gaspillage. L'économie circulaire, ça, c'est le schéma qu'on voit souvent là, de l'EDEC. Donc, ça vise à mettre en place, en fait, des boucles, des circuits fermés, des circuits courts, des chaînes de valeur. Ça se divise en 2 principaux segments qu'on va regarder ensemble. Donc, tout d'abord, c'est de repenser, prévoir en amont. Donc, la réduction à la source, finalement. Je vous ai illustré ça de petits exemples. C'est les différentes stratégies. L'économie circulaire, c'est vraiment comme un coffre à outils. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut
utilisés à l'intérieur. Donc, le projet Ma Vie, entre autres, avec Saint-Pancras, quand ils ont conçu leurs biscuits pour chiens à l'aide de la drèche, bien, ils ont substitué une ressource, en fait, au lieu de prendre des céréales neuves, ils ont réutilisé cette matière-là, donc ça vient réduire. On parle aussi au niveau de dématérialiser et d'avoir des objets multifonctions. Comme par exemple au niveau du cellulaire, on voit un peu le tas d'appareils que cet appareil-là remplace. Donc, c'est bien de penser à créer nos produits en fonction de ça. Aussi, il y a des nouvelles technologies de fabrication et de production qui consomment moins de ressources. Et on parle aussi de l'optimisation des opérations. Donc, on est maintenant rendu à l'industrie 4.0. Donc, l'intelligence artificielle fait de plus en plus partie des procédés. Et ici, pour la Côte-Nord, c'est l'ITMI, en fait, le centre de recherche qui est spécialisé dans l'implantation de démarches d'industrie 4.0. Également, donc, quand on repense en amont, c'est aussi dans le souci de préserver la santé des écosystèmes. Il y a plusieurs labels qui vont venir encadrer, en fait, la façon dont on va prélever les intrants ou qu'on va produire un bien. Donc, on en voit ici quelques-uns, que ce soit au niveau de FSC pour le papier, pêche durable pour les produits de la mer, Ecotex pour les standards textiles, en fait, qui certifie que c'est un produit qui est composé pas de produits chimiques là, dangereux pour l'environnement ou les êtres humains. Également, on peut avoir dans notre entreprise des politiques internes de réduction. Donc, par exemple, la compagnie Interface qui fabrique des revêtements de sol, eux ont une mission d'être zéro émission pour la fin de l'année 2020. Donc, c'est une des façons qu'on peut intégrer ça. Puis aussi de penser aux produits qu'on crée en fonction de la séparabilité biologique et technique, c'est-à-dire de créer des produits qu'on peut, en fin de vie, démanteler et recycler. Comme ici, j'ai mis un exemple au niveau de séparateurs de postes de travail. C'est un exemple très COVID, là, avec Cascade. Ces produits-là sont faits de carton récupéré. Ils peuvent être récupérés aussitôt que la pandémie sera derrière nous. Le deuxième segment, bien, il se divise en 3 petits groupes. Premièrement, on va parler d'optimiser, en fait, là, c'est le deuxième segment, donc d'intensifier l'usage des biens. Là-dedans rentre la stratégie d'économie collaborative ou de partage. Donc, on connaît les Airbnb de ce monde. On a aussi la mutualisation et les échanges. Il y a des plateformes qui existent, comme par exemple BizBizShare, qui sont des plateformes d'échange et de location d'équipements industriels. Et on a également, j'ai nommé comme un exemple local, le Network Propet au niveau de la location. Lui va faire la location et l'entretien de tapis commerciaux. Donc, ça permet d'intensifier l'usage du bien puis d'être plus écologique à ce niveau-là. Le deuxième sous-groupe, c'est prolonger la durée de vie, en fait, des biens et des composantes. Au niveau de l'entretien de la réparation, j'ai mis un atelier de couture local comme exemple, dont vente de produits usagés, un organisme local, encore là, dépannage de Lens, que ça va faire 35 ans bientôt qu'ils sont dans le milieu. Reconditionnement et refabrication, Poséidon Piscine Spa, c'est une entreprise de Montréal qui, eux, vont récupérer leurs anciens spas chez leurs clients, vont les récupérer, reparer, changer des pièces et vont les revendre à moitié prix. Donc, c'est une nouvelle source de revenus qui auparavant était vraiment un déchet finalement. Donc, ça permet de prolonger la durée de vie des biens. L'économie de fonctionnalité, c'est le concept qui est un petit peu plus lourd à expliquer au niveau de l'économie circulaire. C'est un amalgame en fait de stratégies dans ce concept-là qui va tenir en compte le cycle de vie aussi des biens. Un exemple qu'on connaît, c'est Xerox qui en fait, eux, vont louer l'appareil de photocopie, ils vont charger à la copie, mais ils vont faire en sorte aussi de reprendre les appareils, de les réparer quand c'est possible et sinon, en fin de vie, de les démanteler, garder les pièces pour en réparer d'autres. Il y a Numérique Solutions d'affaires à cette île qui a un modèle similaire de pratique d'affaires. Et le dernier segment, c'est d'optimiser la fin de vie des produits et des rejets.
Ici, un exemple au niveau du recyclage. Il y a un projet qu'on a fait avec la ferme Manicouagan et le chef du Riviera. Dans le fond, sont venus récupérer la pulpe des camerises lorsqu'ils pressaient pour leur confiture et leur jus pour en faire un nouveau produit, donc une valeur ajoutée, une sauce barbecue, la première sauce barbecue nord-côtière, donc qui a été lancée cet été. Également, au niveau compostage, bien, on a la compagnie Bionique qui est en Haute-Côte-Nord qui va récupérer les résidus des pêcheries de la Côte-Nord pour en faire des engrais, des composts. Valorisation énergétique, j'ai mis là Résolu qui va utiliser ses surplus d'écorce pour chauffer au niveau de la papetière, pour faire sécher son bois aussi. Donc, à l'interne, il va valoriser ses résidus comme ça. Puis, synergie industrielle, j'ai mis l'exemple de Cadélie. Donc, il y a plusieurs partenariats avec différentes industries pour venir récupérer des résidus pour faire ces produits. Donc, je suis rendue, en fait, à vous parler du projet Synergie 138. C'est un projet qui a débuté en 2017 à la SADC Manicouagan. Autrefois, ça s'appelait Synergie Manicouagan. On s'est régionalisé en 2019, donc on est porté maintenant par 4 SADC, celles de la Côte-Nord et de Charlevoix. Le territoire maintenant couvert, c'est de Blanc-Sablon, île d'Anticosti, jusqu'à Côte-de-Beaupré, île d'Orléans. Donc, on fait partie de la communauté Synergie Québec, qui est en fait un regroupement de 22 projets similaires au Québec. Et on est le plus gros en termes de territoire touché. Donc, on a 10 MRC là, dans notre territoire. Plus de 150 entreprises participantes depuis le début du projet. Et on a 4 pôles qu'on a priorisés pour les 3 prochaines années. Donc, au niveau agroalimentaire, le pôle marin, le pôle industriel et le pôle énergie verte. Notre accompagnement, en fait, ça va être un peu similaire comme Karine. On va faire un audit qui est sans frais. On va par la suite analyser les données, donc les flux des intrants, des extrants, mais aussi toutes les opportunités, en fait, tous les gisements de tout type, que ce soit au niveau du transport, de l'entreposage, de la main-d'œuvre. Et on va rechercher des solutions. Donc, comme je vous parlais, Synergie Québec, c'est notre communauté pratique où on va parfois lancer des questions sur la communauté, puis essayer de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs au Québec avec tel ou tel résidu. On met aussi les gens en relation, les entreprises, avec d'autres entreprises, des experts aussi pour faire de la recherche. On va aider au montage du projet, à la recherche de financement et quand le projet va être en cours de concrétisation, on va mettre en place des indicateurs pour faire un bilan par la suite des retombées et bien sûr, on va aider à publiciser le tout sur nos réseaux. Et finalement, un exemple d'un projet réalisé récemment, le projet Cadélie avec le Resto Pub Riviera. En fait, le restaurateur souhaitait développer un objet promotionnel qui fit avec le contexte actuel de COVID-19. Et il voulait avoir un produit fait localement et idéalement qui réutiliserait une de ces matières résiduelles. Donc, on a développé ce savon-là qui est conçu à partir de l'huile de friture, donc à 5 L'avantage, en fait, c'est un produit qui est fait localement, qui n'a pas coûté une fortune non plus à réaliser pour le restaurateur. On parle d'un étampe, en fait, à savon qui a dû être créé, puis il a acheté la première batch de savon pour revendre dans son commerce. Par la suite, pour l'artisane, elle souhaitait continuer ce partenariat-là parce qu'elle a vu que ça attirait l'attention et qu'il y avait une demande, en fait, pour ce type de savon-là avec un intrant récupéré. Donc, elle souhaitait continuer la production et il faut savoir que le 5 d'huile qui est utilisé substitue une matière neuve, donc ça réduit ses coûts d'intrant pour elle. Et au niveau environnemental, des GES liés à la récupération d'huile usée. Il faut savoir que tous les restaurants sur la Côte-Nord, l'huile usée s'en va à l'extérieur de la région vers Charny pour être récupérée pour être du biodiesel. Donc, la quantité qu'on va garder ici pour en faire du savon, mais en fait, ça évite des gaz à effet de serre par rapport à ça. Consolidation des emplois locaux, mais ça fait en sorte que Cadélie a créé 2 nouveaux savons à partir de cette huile-là. Un point de vente qui était aussi au magasin Phase 2 qui a souhaité avoir ce savon-là et ça fait en sorte que ça crée des affaires. Donc, elle a eu besoin d'engager un employé, pas seulement dû à ce savon-là, mais bref, son modèle est beaucoup axé sur l'économie circulaire là, et probablement qu'elle va avoir besoin d'un 2e employé prochainement. Donc, ça vient renforcer les emplois. Et c'est un produit qui est 0 déchet, donc l'emballage est entièrement récupérable aussi.
Puis c'est ça, c'est un projet vert et innovant, donc ça favorise l'attention médiatique. C'est une belle publicité, donc voilà, ça fait un peu le tour de cet exemple-là. Puis c'est ça, c'est gagnant-gagnant comme maillage. Les deux là-dedans vont trouver leur compte, alors c'est toujours l'idéal. Puis, à la fin de ma présentation, en fait, j'ai mis les coordonnées. On a un site internet, synergie138.ca. On est également présent sur les réseaux sociaux sous le nom Synergie 138. Donc, vous pouvez facilement nous trouver là, si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez participer à notre démarche. Super, merci beaucoup, Edith. Ça m'a donné faim de voir le hamburger. Je me suis mis 2 ou 3 questions, une ou 2 questions si jamais. J'ai plein de questions finalement pour vous, moi. Vincent, l'homme de la situation, Vincent Carbonel, Acetyl. Donc, je te laisse la parole, Vincent, pour présenter vraiment les avantages d'adopter des pratiques éco-responsables et des technologies propres et aussi nous parler peut-être des subventions disponibles quand on prend un virage vert. Donc, c'est à toi la parole. Ben, merci Mireille. Oui, en effet, ça a donné faim. Puis étant à cette île, moi, je n'ai pas pu commander mon lunch au Manoir du Café. J'espère qu'il y en a qui en ont profité. Oui, ma présentation suit assez bien les 2 précédentes. Le Fonds Éco-Leader, vous le verrez, c'est à la fois un programme de financement, puis c'est aussi un réseau d'agents à travers le Québec dont je suis le représentant pour la Côte-Nord et j'en parlerai dans la suite de ma présentation. Donc, le Fonds Éco-Leader, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un programme dont le ministère de l'Économie et de l'Innovation est l'initiateur. L'objectif, c'est de rejoindre 50 000 entreprises québécoises en 4 ans. Donc, c'est 20% des entreprises. Donc, c'est ma mission pour la région de la Côte-Nord. Puis, c'est de les orienter, les inciter, les orienter à mettre en place des pratiques éco-responsables, des technologies propres aussi. Donc, en fait, des mesures qui à la fois améliorent la performance environnementale des entreprises, tout en ayant des bénéfices économiques, sociaux, souvent associés. On l'a vu avec l'exemple que Edith a présenté, aussi à travers l'accompagnement de Karine. Souvent, quand on optimise ces pratiques environnementales, il y a des gains économiques et sociaux qui sont associés à ça. Puis c'est vrai aussi pour tout ce qui est réduction de l'intensité d'utilisation des matières premières, quand on va réduire sa consommation énergétique, quand on va augmenter la recyclabilité de ses produits, augmenter la durée de vie de ses produits. Donc, c'est un petit peu toutes les thématiques pour lesquelles le Fonds Éco-Leader va pouvoir financer des projets. Gestion de l'eau aussi, quand on est capable de mieux maîtriser ses consommations d'eau, mettre en place des systèmes de récupération. On est vraiment dans l'environnement au sens large, donc tout ce qui vise à réduire l'impact environnemental de l'entreprise. Juste pour préciser la différence entre une pratique d'affaires éco-responsable et une technologie propre, sans trop rentrer dans les détails. Une pratique d'affaires éco-responsable, on considère ça comme une pratique de gestion. C'est-à-dire qu'on va mettre en place on va élaborer un plan de gestion des matières résiduelles pour que la gestion des matières résiduelles par la suite ça soit plus efficace. On va se doter d'une politique de développement durable pour que le développement durable fasse partie de la culture et des pratiques de l'entreprise. On va se donner des critères d'achat responsable lorsque on va s'approvisionner en biens ou en services. Donc, on est vraiment dans la gestion de l'entreprise. Alors que les technologies propres, on est plus dans l'acquisition d'un équipement, d'un bien. On va remplacer un matériau pour un plus performant. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus tangible, de matériel et qui va permettre par la suite de réduire l'impact environnemental de l'entreprise. On
On pense par exemple au système de chauffage, de ventilation, pardon, qui sont plus éco-énergétiques. C'est fou les gains qu'on peut faire en modernisant ces systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage aussi. Ça, c'est une des technologies propres qui semblent les plus banales, mais qui sont aussi les plus implantées dans les entreprises. Des fois, les coûts d'éclairage pour certaines entreprises, notamment les magasins, c'est vraiment des gros postes budgétaires. Donc, quand on est capable d'optimiser ça, c'est des gros gains pour l'entreprise. Puis, on fait la distinction parce que le financement est plus important quand il s'agit d'un projet de technologie propre. On peut aller jusqu'à 50 000 $, alors que pour les pratiques d'affaires éco-responsables, on est plutôt à 30 000 $ pour les subventions qui sont accordées. Les avantages à intégrer des pratiques d'affaires éco-responsables, outre les gains en compétitivité et les bénéfices économiques, les entreprises vont pouvoir se démarquer auprès des grands donneurs d'ordre. Je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup parler pour les entreprises sur la Côte-Nord. D'ailleurs, un des projet qui a été déposé sur la Côte-Nord et accepté, et d'ailleurs qui est une entreprise de la Manicouagan, l'entreprise Michel Miller, a déposé un projet pour se faire accompagner en vue de l'obtention d'une certification environnementale. Donc, l'implantation d'un système de gestion environnementale. Ici, en l'occurrence, c'était ISO 14000, mais il y en existe d'autres. Donc, c'est clairement une volonté pour mieux se positionner auprès des grands donneurs d'ordre. Puis, pour avoir fait le tour un peu des grands donneurs d'ordre ici dans la région, tous sont impliqués dans des démarches qui visent à intégrer un petit peu l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement. Les alumineries ont le programme Aluminium Stewardship Initiative, donc l'aluminerie de Sept-Îles et de Bécomo ont d'ailleurs récemment eu leur certification chaîne de valeur. Donc, elles sont tenues d'impliquer leurs fournisseurs dans l'amélioration de leur performance environnementale. Il y en a qui ont une politique d'approvisionnement responsable. Il y en a qui ont des systèmes de gestion environnementale que les fournisseurs doivent respecter quand ils viennent travailler sur le site ou quand ils viennent donner des contrats. Donc, forcément, avoir soi-même un système de gestion environnementale, ça permet de faciliter les collaborations avec les grands donneurs d'ordre. Donc, premier point, se démarquer auprès des grands donneurs d'ordre. Deuxième, intérêt grandissant des bailleurs de fonds et les investisseurs. De plus en plus, des bailleurs de fonds comme la Société du Plan Nord, Investissement Québec, Exportation Développement Canada, et il y en a bien d'autres, intègrent des considérations environnementales quand elles financent des projets. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui positionne mieux les entreprises qui intègrent des pratiques d'affaires éco-responsables. Et puis ensuite, il y a aussi les attentes des consommateurs. C'est sûr que de plus en plus, les consommateurs sont en recherche de produits durables, trouvent que les entreprises ne communiquent pas assez sur les conditions environnementales, sociales de fabrication de certains produits. Et l'Observatoire de la consommation responsable, dans son dernier rapport, a comme dressé un portrait de c'est quoi l'entreprise responsable en 2019. Puis pour 85 % des répondants, le respect de l'environnement faisait partie de l'entreprise responsable. Puis, pour faire un petit écho à la pandémie, l'Observatoire de la consommation responsable avait une vigie COVID-19 là, pour suivre l'évolution des comportements des consommateurs. Puis là encore, on remarquait que les tendances augmentaient pour ce qui était de l'intérêt des consommateurs envers des produits plus durables puis des entreprises plus responsables. Dernier point, très important aussi, je pense, pas seulement pour la Côte-Nord, partout au Québec, c'est l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. Puis je vous inviterai à consulter le portrait 360 là, sur les aspirations de la main-d'œuvre qui est sorti tout récemment, où on se rend compte que la main-d'œuvre accorde de l'importance à la responsabilité sociale, au bilan environnemental et au bilan éthique d'un employeur. Donc, c'est une manière de se distinguer encore auprès de la main-d'œuvre. C'est sûr qu'il y a des considérations salariales et avantages sociaux qui restent
majeur, mais à condition de travail égal, des entreprises qui sont plus responsables, ont une politique de responsabilité sociale, ont un bilan environnemental intéressant, et en particulier pour les jeunes, vont pouvoir se démarquer. Donc, voici pour les avantages. Je reviens au Fonds EcoLeader qui, comme je vous le disais, a deux grands leviers pour aider les entreprises. Donc, une enveloppe financière qui vient soutenir des projets d'entreprise et un réseau d'agents qui permet d'orienter les entreprises qui souhaitent implanter des projets pour les orienter vers des experts qui pourraient les accompagner. Ça pourrait être des experts comme si une entreprise veut s'impliquer dans une démarche d'économie circulaire, je les référerai bien sûr à l'initiative Synergie 138. Si c'est une expertise qui peut être fournie par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan, c'est aussi quelque chose auquel je peux référer quand je rencontre des entreprises qui ont des enjeux en gestion des matières résiduelles. Parfois, c'est des expertises qui existent moins dans la région ou plus pointues dans certains domaines. On pense à l'efficacité énergétique, par exemple, où il y a beaucoup de projets qui sont déposés. Mon rôle, c'est de les orienter vers ces experts. C'est quelques photos du colloque Azimut ici en dessous, là, qui avait lancé le Fonds EcoLeader en novembre 2019, pour ceux qui étaient présents. L'enveloppe financière donc, vient financer la réalisation d'études, de plans d'action ou l'accompagnement par des experts. Donc, on est vraiment en amont de tout ce qui est implantation ou achat d'équipements quand on pense aux technologies propres. Il y a à la fois un volet entreprise individuelle, donc une entreprise peut déposer un projet toute seule. Voilà, moi j'aimerais travailler avec tel expert sur tel enjeu environnemental et je dépose mon projet. Mais il y a aussi un volet très intéressant qui est cohorte d'entreprise. Donc des entreprises se regroupent parce qu'elles ont un enjeu commun et décident de travailler avec un expert qui peut être le coordonnateur de la cohorte ou le coordonnateur peut être un organisme tiers qui va pouvoir demander des frais de coordination pour le travail de coordination de la cohorte. Puis récemment, il y a beaucoup de projets de cohorte qui ont circulé dans le réseau du Fonds EcoLeader. Puis je vous en présente quelques-uns parce que c'est une bonne manière de recruter des entreprises, je trouve. Souvent, ce sont des offres de services très claires. Qui vont permettre, par exemple, dans ce cas-ci, et d'ailleurs, j'ai vu que Natacha Sénéchal était présente, c'est une cohorte que Englobe a montée pour faire appel aux entreprises qui sont intéressées d'effectuer un diagnostic environnemental de leurs activités. C'est souvent une première étape pour une entreprise qui, par la suite, décide d'éventuellement implanter un système de gestion environnementale. C'est quelque chose qui est pertinent pour elle. Donc, voici un petit peu l'appel à entreprise pour la cohorte réaliser votre diagnostic environnemental et pour lequel, donc, 50% des frais seront potentiellement, on l'espère, financés par le Fonds EcoLeader, mais il y a de bonnes chances que ça le soit. Donc, le visuel ressemble beaucoup pour ce qui est de l'implantation d'un système de gestion environnementale. C'est aussi une cohorte qui est coordonnée par Englobe. Mais il y a aussi des cohortes en gestion des matières résiduelles. On parlait de Chamar là tantôt, qui est un expert en gestion des matières résiduelles. Voilà, une entreprise souhaite réduire ses déchets et réaliser un diagnostic, un plan d'action, puis se faire accompagner dans la mise en œuvre du plan d'action. Il est possible de travailler avec d'autres entreprises et l'expert Chamar. Ambionnaire est un expert en efficacité énergétique. Là aussi, des entreprises qui souhaiteraient réduire leur consommation énergétique pourraient participer à la cohorte. Les dates, ce sont des vieux visuels. Là, les dates pour s'inscrire ont été prolongées, donc il est toujours possible d'intégrer ces cohortes. Il y a aussi la cohorte Maillon Vert. Ça, c'est un autre projet qui a été déposé et accepté sur la Côte-Nord. C'est une pharmacie à Sept-Îles, la pharmacie Nathalie Laberge et Karine Bernatchez qui vont travailler avec l'organisme Maillon Vert pour devenir une pharmacie éco-responsable et qui vont travailler sur différents aspects de la gestion de la pharmacie. Donc, à la fois
la gestion des matières résiduelles, à la fois la livraison des médicaments, donc des aspects de logistique, d'implication des employés. Très intéressant aussi. Donc, il y a une première cohorte qui a été acceptée au Fonds EcoLeader, mais il y en aura d'autres qui vont être déposées prochainement. Donc, s'il y a des pharmacies qui sont intéressées, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Voilà, pour finir, je vous invite à aller consulter le site du fonds ecoleader.ca où il y a toutes sortes d'informations, entre autres des formations plus détaillées sur l'information plus détaillée pour le programme de financement. Et pour le reste, merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Merci beaucoup, Vincent. On va passer à la période de questions. Donc, Vincent, est-ce que tu veux arrêter ton partage d'écran pour qu'on puisse tous se voir? Super, merci. Donc, est-ce que j'ai des participants qui auraient des questions à poser à nos 3 intervenants? J'ai Christine qui vous dit bravo, très belle présentation. Merci. Ben, je vais débuter avec mes questions. D'abord, Karine, Oui. au niveau de vos visites diagnostiques, au niveau de la Manicouagan, avez-vous un nombre de visites que vous avez effectuées? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit demander la visite ou vous sollicitez les gens? En fait, là, ça ne fait pas non plus des années que ce service d'accompagnement-là a débuté. On est toujours en développement, mais cette année, c'était surtout sur demande. Okay. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais ce n'est pas seulement les entreprises. Là, on accompagne la ville de Bécomo dans la politique de bannissement du plastique à usage unique. Et déjà, ça, c'était un gros projet. Puis on continue à le faire toute l'année, c'est pas terminé. J'ai eu des demandes carrément d'employés, exemple, dans une pharmacie de l'hôpital. Donc, les gens peuvent carrément nous contacter. Puis déjà là, ça nous fait déjà des projets. Mais dans le futur, nous, avec le temps, on va s'adapter. Puis si justement, on veut rejoindre plus de monde, c'est sûrement nous qui va devoir faire aussi des démarches. OK. Vincent, j'avais une question au niveau de la politique d'approvisionnement responsable. Si on parle d'achat, au niveau de est-ce qu'il y a de l'accompagnement qui peut être fait avec le Fonds EcoLeader, quelqu'un qui veut vraiment développer sa politique d'approvisionnement responsable? Et dites, Karine, est-ce qu'il y a un maillage là, qui peut se faire ensemble? Avez-vous des outils ou encore des experts en place qui peuvent aider les entreprises à faire leur politique d'achat responsable? Je peux peut-être commencer. Ça va dépendre des besoins de l'entreprise. C'est sûr que il y en a qui peuvent… ça va dépendre, c'est ça. Est-ce que c'est une grande entreprise, une petite entreprise? Est-ce qu'elle veut favoriser l'achat local? Est-ce que c'est une entreprise qui est impliquée dans des chaînes de production un peu partout à travers le monde? C'est sûr que, exemple, une grande entreprise qui souhaiterait revoir la sélection de ses fournisseurs pour avoir des fournisseurs qui sont impliqués en environnement ou qui n'ont pas d'activité dans des pays qui sont plus à risque au niveau environnemental. Ben là, je conseillerais d'aller vers des experts très spécialisés en approvisionnement responsable. Je pense notamment à l'ECPAR, qui est un petit peu un organisme référence en approvisionnement responsable au Québec. Puis c'est sûr que si l'entreprise décide de travailler avec l'ECPAR, 50% des frais vont pouvoir être financés par le Fonds EcoLeader. Je sais que dans le cas de la Manicouagan, il y a des initiatives d'achat local. Je sais qu'Edith est impliquée notamment dans un comité. Est-ce que c'est plus spécifique avec avec la Chambre de commerce? Pardon, avec la Chambre de commerce, justement. Ouais. Ben, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut aussi être fait et qui peut répondre très bien à un besoin de l'entreprise. Là, je vous laisserai peut-être poursuivre là-dessus.
Ben, c'est ça, comme tu dis, ça dépend. Oh, excuse, je t'ai coupé. Ah non, tu peux y aller, Karine. C'est très rapide, c'est seulement pour dire que, tu sais, comme vous le voyez, on travaille beaucoup ensemble, puis dépendamment du projet, comme Vincent le dit, tu sais, si nous, c'est à l'échelle locale, comme je l'expliquais, on a un circuit d'entreprises qui sont éco-responsables, puis il y a Edith qui va en parler, mais qui a créé tout un réseau, donc on se réfère beaucoup un à l'autre, dépendamment des besoins de l'entreprise. C'est difficile à dire concrètement, là, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est adapté à chaque entreprise. Mais nous, on se parle toujours pour aller plus loin avec la demande, finalement. Et si l'entreprise, là, je m'adresse à vous trois, si l'entreprise part, on le sait, là, ça s'en vient un peu là, inculqué dans nos mœurs, là, l'éco-responsabilité, mais si mon entreprise part de rien au niveau d'environnement, au niveau du développement durable, c'est à qui tu t'adresses en premier? À quelle porte tu vas cogner? Ben, lui, il peut commencer aussi par se poser la question, c'est j'ai-tu une problématique? Tu sais, on l'a un peu dit en blague, mais mon bac déborde. Ouais. Pour une entreprise, après, là, il y a des coûts à faire la location de contenants. Fait que c'est sûr que ça, pour lui, ça va le toucher économiquement. Donc, la première chose, il va nous appeler, il va dire, bon, mon bac déborde, combien ça va me coûter, où je peux faire la location du... Nous, à la base, je pense qu'on peut travailler avec lui sur les problèmes directs, mais quand on arrive, bon, pourquoi tu débordes? On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans son bac, justement. On peut aller voir quels sont les contenants qu'il utilise, qu'il n'y aurait pas moyen de... Et pour aller plus loin par la suite dans un projet de valorisation, il y aurait moyen de travailler avec Edic. Donc, c'est sûr, automatiquement, moi, c'est ça. Moi, je pense à la base au niveau municipal parce qu'il y a une certaine réglementation qu'on veut partir pour établir justement son plan. Combien ça va me coûter si mes débats, combien... Je pense qu'après ça, ça va amener à d'autres problématiques, d'autres solutions là, avec les intervenants. Là. Mais peu importe à quelle porte, oups, j'entends de l'écho, excusez. Peu importe à quelle porte il va frapper en premier. Tu sais, comme j'ai un exemple d'un audit que j'ai fait récemment en salon de coiffure, j'ai consulté Karine parce que j'ai vu que, tu sais, il y a une problématique au niveau de la gestion peut-être des déchets à cet endroit-là. Puis, plutôt que faire un portrait diagnostic seulement pour cette personne-là, cette entreprise-là, bien, je disais avec Karine, pourquoi pas monter un outil ensemble qui pourrait faire en sorte de partager l'information à un plus grand nombre de salons, finalement, pour une meilleure gestion des résidus. C'est pour un bien commun pour l'ensemble des salons. C'est ça. La cause est plus grande que l'économie circulaire seulement. Là. Puis, au niveau, justement, là, j'avais une question pour toi. Edith, combien d'entreprises sont présentes sur la Côte-Nord? Parce que tu couvres quand même un grand territoire, font de la revalorisation, un peu comme Cadélie, la ferme Manicouagan. Tu as combien d'entreprises sur le territoire qui fait de la réemploi, revalorisation. En fait, je n'ai pas la donnée précise là, du nombre. C'est sûr que des 150 qu'on a fait des audits, c'est vrai que ce n'est pas tout un modèle d'affaires qui est implanté dans chacune d'entre elles, mais on cherche à le faire. Donc, des fois, on n'a pas tout de suite l'opportunité. Tu sais, nous, quand on fait l'audit, on recueille les informations, on a une base de données qu'on va mettre ça à l'intérieur. Et c'est un outil qui a été créé par le CTTEI de Sorel-Tracy. Puis, cet outil-là, ce logiciel-là nous informe quand il y a une possibilité de maillage, en fait. Donc, même si on ne trouve pas tout de suite un débouché pour chaque matière, parce que c'est ça, on est des humains, là, on n'a pas toute la connaissance sur tout ce qui se fait, bien, de plus en plus, il y a aussi des outils qui vont être créés pour nous aider. Je pense entre autres au Valorépédia, en tout cas, ce qui est comme un Wikipédia des matières résiduelles qui est en train d'être mise en place aussi par le CTTEI. C'est un outil que nous, les agents d'économie circulaire, on va avoir accès. Donc, quand on va avoir un résidu X, on va pouvoir rentrer cette information-là, puis la banque de données va nous dire voici ce qu'on peut faire avec tel résidu pour le valoriser. Donc, de plus en plus, on va avoir des outils comme ça qui vont faciliter les maillages pour que tout le monde puisse y trouver son compte, là, finalement. Je pense que M. Bussière avait une question, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Vous entendre parler, ça m'a donné une idée pour une question. En fait, ce serait peut-être plus au niveau de la régie de gestion de matières résiduelles. Vous travaillez avec les différentes municipalités de la MRC. Est-ce que vous couvrez également le TNO, donc le
Rivière-aux-Outardes? Ça s'en vient. Bien, en fait, ça, c'est à venir dans le futur. On est en négociation. Présentement, c'est le TNO, c'est vraiment géré par la MRC. Nous, finalement, on les accompagne là-dedans, là, au niveau du contrat de collecte. Mais ce n'est pas nous qui font la gestion présentement des matières. Mais nous, on les accompagne dans la gestion, vu qu'on a une expertise au niveau des collectes. D'accord. Est-ce que vos services d'accompagnement seraient disponibles pour des entreprises situées sur le TNO? Oui. Oui. Moi, je pense que ça fait partie. C'est sûr que le TNO, c'est pas nécessairement un membre, si on peut dire, mais la MRC, ça fait partie c'est certain, du territoire de la Manicouagan, très ouvert à travailler avec eux. D'accord, merci. Je compléterais la réponse à ta question de tantôt, Mireille. Moi, ça arrive quand même souvent que je suis aussi un peu la première porte d'entrée pour les entreprises qui souhaitent, qui sont intéressées d'adopter des pratiques environnementales. Puis c'est vrai que des fois l'entreprise, au bout de 10 minutes de discussion, on est déjà tombé sur les 2-3 enjeux pour l'entreprise, la facture de chauffage, le bac qui déborde ou bien la gestion des eaux de procédés, qui est un petit peu l'enjeu. On le sait, mais on n'a pas le temps. Donc, c'est sûr que ça, je veux dire, le chef, le gestionnaire ou la gestionnaire de l'entreprise, souvent est au courant de ce qui est à améliorer. C'est vrai que des fois, ça nécessite des discussions un petit peu plus poussées ou des fois la réalisation d'un diagnostic peut être une première étape, justement, que ça soit au sens large, un diagnostic environnemental. Je vois que Natacha, dans le chat, rappelait que l'accord d'entreprise diagnostic environnemental est une bonne première étape. Mais ceci dit, c'est ça peut être... il peut après y avoir, suite à des discussions, un intérêt de travailler sur l'énergie, sur la gestion des matières résiduelles. C'est un petit peu varié. Puis si je vois que... Puis là, mon rôle, c'est de référer. C'est ça, je peux référer l'entreprise. Bonne personne. Oui, à Englobe. Selon le diagnostic ou le portrait de l'entreprise en soi. Exactement. Je pourrais les référer aussi à la Réserve mondiale de la biosphère ou au MUConseil, là, si jamais c'est plus... ils veulent amorcer une réflexion de développement durable. Ouais. Donc, c'est ça mon rôle un petit peu. Je pourrais rajouter quelque chose, Mireille, c'est Suzy Michel de la SADC Manicouagan. Le réseau des SADC, aussi en collaboration avec le Fonds Éco-Leader, ont 8 SADC au Québec qui peuvent faire du diagnostic DD. Et pour la Côte-Nord, nous, c'est la SADC de Charlevoix qui peut venir faire des diagnostics DD en entreprise. OK. Donc, une entreprise peut nous contacter, puis à ce moment-là, on va créer le lien avec la SADC de Charlevoix. Super, merci beaucoup, Michel. Oui, bon point. D'ailleurs, j'avais interrogé justement la SADC de Charlevoix pour qu'ils puissent me donner de l'information ou un visuel. Fait que ça serait intéressant d'intégrer ça dans ma présentation aussi, là. Donc, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon des opportunités et de maillage ce midi au niveau du développement durable. En tout cas, ça m'éclaire sur plusieurs pistes pour essayer d'aider nos organisations, nos entreprises ici à adopter des pratiques peut-être un peu plus éco-responsables dans un avenir rapproché. Je pense que ça fait partie maintenant du jargon des entreprises, là, tout ce qui est au niveau des pratiques durables et éco-responsables. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions, mais il est 1 heure. Merci Edith, merci Karine, merci Vincent d'avoir pris cette heure de dîner-là avec nous pour discuter. Puis, on a enregistré la présentation qui va être disponible sur notre site Internet. Donc, ceux qui vont vouloir avoir les coordonnées de Karine, Edith et Vincent, ça va vous être envoyé aussi par courriel. Donc, je vous remercie beaucoup et passez une belle après-midi. Merci. Merci à tout le monde. Merci, bye-bye. Merci, Bye-bye.
Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.